Le projet Life Adapt Island se poursuit. Ce programme, lancé en 2019 par le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, porte sur la réhabilitation des écosystèmes côtiers tels que la mangrove, les herbiers et les récifs coralliens, en développant des systèmes basés sur la nature. De nombreux échanges ont eu lieu, notamment aux Bahamas et en Colombie. Et les 4 et 5 juillet 2023, un symposium a réuni en Guadeloupe des scientifiques du monde entier et permis des échanges et des retours d'expériences intéressants. Ça me paraît très important de mettre à l'honneur les différents écosystèmes et de pouvoir avoir un panel d'acteurs qui est présent, à la fois au niveau des personnes qui font de la recherche assez fine sur ces milieux, mais aussi des différents gestionnaires, soit les gestionnaires d'aires marines protégées, les personnes qui gèrent dans les offices de l'eau, les DEAL. Voilà, je pense que c'est important d'avoir tout un panel d'acteurs pour justement répondre aux différentes questions sur les enjeux de ces écosystèmes. J'ai trouvé les questions très diverses en fait, et très intéressantes, qui abordaient en fait plusieurs sous-sujets dans la question de la gestion, de la protection des herbiers. Et c'était vraiment très intéressant. Puis on a pu se compléter, je pense, entre les membres du panel, avec des personnes qui étaient vraiment de l'office de l'eau pour apporter le regard, la casquette de gestionnaire de la qualité de l'eau, et puis les autres casquettes des DEAL, voilà, avec plus l'aspect aussi réglementaire, voilà, sur les aspects de la gestion, de la conservation des herbiers. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois pour des études sur les herbiers en Guadeloupe, mais aussi dans les autres îles des Antilles françaises, j'y vais régulièrement. Mais oui, j'ai eu la chance aussi de faire mon terrain de thèse en Guadeloupe, notamment, donc, où je suis venue quand même à 2 reprises en 2017 et 2018. J'ai voulu aussi rappeler l'importance des herbiers et l'ensemble des services en fait, qu'ils apportent, parce qu'on discutait encore avec des enseignants ce midi qui enseignent au collège, lycée, et ils pensent aux mangroves, ils pensent aux récifs, et on oublie souvent les herbiers marins en fait. Je pense que des actions telles que celles qui sont mises en place dans ce projet sont essentielles et surtout très complémentaires en fait, à d'autres actions qui se font peut-être en routine sur, je vais parler des herbiers parce que c'est l'écosystème sur lequel je travaille. Il y a déjà beaucoup d'actions en termes de surveillance de ces milieux. Il y a encore des efforts à faire pour s'améliorer, mais globalement les herbiers sont suivis. Ce qui reste à faire aussi, c'est de pouvoir renforcer les mesures concrètes de préservation de cet écosystème, des pressions, on va dire, sur lesquelles on peut agir. On sait que la dégradation de la qualité de l'eau, c'est une des pressions majeures avec les aménagements côtiers. Mais c'est plus difficile d'agir aussi sur ces pressions, même s'il faudra vraiment le faire à un moment donné. Donc c'est pour ça que tout ce qui est préservation des impacts d'ancrage, de mouillage, tout ce qui est érosion avec le ragage de la chaîne des bateaux, c'est vraiment essentiel pour les herbiers de Guadeloupe et de la Caraïbe. On a notamment les enjeux de l'arrivée d'espèces envahissantes aussi qui est favorisée par l'ancrage, par la mise à nu des espèces natives. Et donc du coup, préserver les espèces natives d'herbiers, c'est vraiment des enjeux forts en fait, à mettre en place pour la Caraïbe. Right now, the symposium for the Life Adapt project is ongoing. This is day 1 out of a 2-day symposium period. And at the moment, we as the scientific committee are doing our presentations. So today I did my presentations on coral transplantations and the trials and tribulations and the things that we would want to look out for. And in a similar vein, the other speakers on seagrasses and on mangroves are trying to give the audience, the participants of the symposium, an idea not just what the project is about, but the importance of some of the factors that need to be considered in order for a project like this to be successful.
So for example, coral reefs. So this is now a year later from when I was here last. And during that time, there were certain conditions for the nursery area as well as the transplant area that were identified that perhaps could have been improved, shifted, changed, a little bit of variation of process. Because at that time, while the nursery areas were for the most part doing very, very well, the transplant areas, there were two we visited. One had almost 100% die-off, and the second site had perhaps like 3 or 4% survival, which is not very good. What we noted at that particular point in time were there was predation that was going on, and there was a lot of algal growth that was over-competing and beating, so to speak, the corals themselves in terms of their growth processes. So we've adjusted some of the placements of the corals, and to date, I haven't yet seen it, so I'm excited to go later this week. They've told me that the transplants under the new conditions are doing very, very well. So the new conditions are areas that have more sand areas in between to prevent some of the predators. And in this case for Guadeloupe, it was the fireworms as well as certain types of snails that were using the biorocks, the existing dead corals and rocks that were in the environment where the transplants were going. They were using that as trails to get towards the transplants. So by choosing areas that were a little bit more isolated in that sense, we're doing much, much better, as well as trying to shift the transplant sites to areas that had a lot more light so that the corals can use that to their advantage to grow, as well as to look for sites that didn't have a lot of algal growth in them, which will then suggest that the corals will have a much better chance of survival. And so far, cross fingers, it's working. The reason I'm attracted to this program in Guadeloupe is because there are so few projects from ports around the world that are focusing on directly on these issues or have the capacity to focus on that. Obviously it depends on the grant, etc. from the EU with the Life Adapt program. Those initiatives though need to be encouraged, and my participation here is all about encouraging such initiatives. And I emphasize that because in the past there's been a suspicion between researchers and people in management of ports. You know, they don't always work together very well because there's some uncomfortable sort of feelings, or well, I don't know, it's just misunderstanding is what my belief, and that we all have common interests. And I believe that what's exciting here is that the port is embracing scientific knowledge which is given freely. I have to emphasize that it's delivered, and I know that there's researchers elsewhere around the world and also involved in this project who are very keen to support these, I suppose, good moves, you might call it, to build this partnership. Because I think for the future that we must head to those sort of partnerships between management and between scientific research. There is a strong need to trust each other because the timeline of changes with climate, the sea level, the severity of storms, all these things are changing, and that this affects business. I mean, obviously researchers are in a position to advise and to give true and
open knowledge about how to best manage those situations. The role of the socioeconomic monitoring component of this project is pivotal. There are three elements to it. There's the capacity building, there's the education and awareness, and then there's the economic side, which deals with the types of jobs that can be assigned to communities involved in the project. From an intervention standpoint, the project itself is very innovative because it's been led by a port. We rarely see this across the Caribbean, and I've worked extensively in other countries in the region. And this approach to have a private sector entity deeply involved in adaptation at the grassroots level is very innovative, and seeking to restore biodiversity. As you know, the impacts of climate change across small island developing states, it's a cause for serious concern. And there's an element of urgency with which we need to act. We need pace, we need speed, we need to be able to scale our actions, and replicability and scalability is a big part of this project, and that is why so many international experts are here to ensure that the lessons we learn from this innovative approach being taken by the team here can be replicated elsewhere. And so at the heart of that replicability is the communities, the local people. We will not restore our coral reefs, will not restore our mangroves, will not restore our seagrass beds if we don't get communities involved in the process in a meaningful way. We've seen many projects across the region engaging communities in a superficial way. I think the approach being taken by the team here is deliberate in terms of wanting to ensure that how we engage communities are respectful, are inclusive, respecting the diversity, the uniqueness of the communities here in Guadeloupe. And the most important part of it is the economic side. If we are not talking dollars and cents, if we're not talking about the bottom line for these communities, then all of the changes we hope to see is like wishful thinking. You know, it has to translate into something tangible for them. And I will use a unique example from this project. During the construction of the underwater trail, local construction workers were engaged and brought in to help design the trail itself. That level of inclusivity and the deliberate attempt to ensure that there are economic spin-offs to the community should be lauded. And it's a testament to the approach being taken by the project team and even this symposium itself. Les herbiers atténuent l'énergie des vagues et limitent l'érosion côtière. L'objectif est de réhabiliter 45 000 m² d'herbiers marins. Dans le cadre du projet LIFE, on a 3 grandes opérations qui vont être et qui sont conduites en fait sur les herbiers marins. La première opération qui a été mise en place, ce sont la création d'écomouillages et la pose d'écomouillages au niveau de la zone de mouillage d'équipements légers qui est au nord de l'îlet à Cochon. Donc, cette opération-là, les 6 écomouillages ont été conçus pour produire des petits habitats pour les poissons, les crevettes, les langoustes et autres animaux marins. Ils ont été installés en janvier 2023, donc en début d'année. Et du coup, chaque semestre, on a un suivi des herbiers adjacents au niveau du banc rose et autour de l'îlet à Cochon pour voir si on a un effet de l'installation de ces écomouillages et suivre en fait le bon état de cet herbier au niveau
de l'herbe à tortue précisément, mais également des poissons ou des autres animaux comme le lambi qui vont vivre dans l'habitat que constitue l'herbier marin. Donc ça, c'est la première grande opération. Et ça a bien fonctionné. On a un suivi sur certains herbiers autour de l'ILEP. On a même une expansion. C'est-à-dire que l'herbier est en bon état et il s'adapte. En fait, il se développe sur des nouveaux espaces. Donc c'est une très bonne nouvelle en termes de gestion et du coup pour le territoire dans son ensemble. La deuxième grande opération qui a commencé cette année, c'est une expérimentation sur une culture en aquarium de l'herbe à tortue. Donc on a eu un suivi de la floraison qui a été faite en juin sur des herbiers au sud de la Grande Terre. Et ensuite, il y a eu une collecte des fruits, puis la phase de germination et de croissance de ces plantules d'herbier dans un aquarium. La finalité, la dernière étape de cette opération, ce sera la transplantation des plantules produites au niveau du petit cul-de-sac marin et probablement aussi à Marie-Galante. Sur le site du port de Follens à Marie-Galante, il s'agit pour l'équipe de déterminer des lieux pour faire des expériences de réimplantation d'herbiers. Quand on arrive sur la zone, d'abord on cherche un espace nu, dépourvu d'herbier en place, de façon à ne pas planter sur des zones déjà d'herbier, d'accord ? Donc on va chercher des zones de sable nu. Les caractéristiques que vraiment on va chercher, c'est si l'herbier est en progression, donc c'est-à-dire que si on voit des petites zones de racines qui glissent vers le sable, ou bien si l'herbier est en régression, c'est-à-dire que si on voit vraiment les racines complètement déchaussées, avec comme des petites falaises en fait. Voilà. Donc s'il est en régression, ça ne nous intéresse pas, parce que ça veut dire vraiment concrètement que l'herbier est désavantagé dans cet espace-là. Donc on cherche vraiment des zones de progression d'herbier. Pendant que Gaël et Amélia partent en repérage, Jean-Loup fait un quadrillage photo sur le site où un sentier pédagogique a été installé. Dans les paramètres individuels de chaque photo, on a les coordonnées GPS qui sont indiquées. On a patrouillé avec Amélia partout, on a tourné là. Les seuls trous qu'on voit, c'est souvent de l'herbier un peu clairsemé, donc il y a déjà de l'herbier en place. Ou bien ce que tu disais, avec déjà plein de choses dessus, c'est ça ? Tu peux monter l'échelle. Ouais, voilà, avec beaucoup de débris dedans, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc du coup, je pense vraiment qu'on va partir en montagne. Jean-Loup, dérive par là. J'en ai trouvé un. Pour moi, c'est le site idéal. Le site idéal ? Ouais. On est sur un fond sableux. Des zones de progression, mais suffisamment grandes pour la surface sablée. Et on est dans de l'herbier mixte là. On a eu un petit peu de mal en fait à trouver des espaces nus qui nous intéressaient pour planter, parce qu'en fait naturellement C'est déjà le cas. Voilà, l'herbier est en train de se refermer sur ces espaces nus. Mais on a quand même trouvé plusieurs zones intéressantes. Ce matin on en a travaillé 4. Et cet après-midi, on en a retravaillé 3 autres en fait. Et elles sont assez intéressantes parce qu'on n'a pas de régression, on est toujours en progression, donc ça c'est toujours bien. Mais on a de l'espace de travail pour pouvoir... Voilà, mais on a de l'espace de travail pour se mettre vers le milieu et aider à refermer le trou. Alors on a des zones, on sait que le trou a été formé, que l'herbier s'est dégradé parce qu'il y a une nasse, il y a 2 endroits où il y a une nasse qui ont été
présente, donc très certainement tout a été gratté et abîmé autour en fait. Donc là il y aurait un vrai travail de restauration en retirant ces nasses-là par exemple. Et ensuite en replantant l'herbier. Donc là, l'herbier a du sens en termes de restauration. Et après, on a d'autres sites qui sont intéressants, pas spécialement pour de la restauration. En tout cas, c'est très favorable, oui, à la réimplantation, en tout cas d'un espace test, en fait, pour voir si la technique fonctionne à cet endroit-là. C'est très... Après, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je préfère le site de ce matin qu'on a fait les 3-4 pages. Le tout premier Ouais, les premières. Ok. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez gros quand même et rapprochés, donc ils peuvent peut-être faire plusieurs patchs. Alors que dans le dernier de autres, cet après-midi, on en avait 3 proches, non? Je sais pas, j'ai trouvé un peu plus petit que ceux de ce matin. Ouais. En termes de surface, oui, ils sont un peu plus petits, tout à Parce fait. qu'après, au niveau de la nature du substrat, on est sur la même chose. Au niveau de la qualité de l'herbier autour, on est toujours sur du pareil. mixte. On a de la thalassée et de la syringodium. Ce matin, il y a peut-être un peu plus d'alophylla autour. Dans tous. Là, il y a moins d'alophylla sur ceux de cet après-midi. Un peu moins. Peut-être un petit peu moins d'alophylla sur ceux de cet après-midi. Par contre, beaucoup de lambis. Énormément de lambis. Mais très peu d'eau. Aucun oursin. Moi, j'ai vu aucun oursin. Pas d'holothurie. Pas d'holothurie, mais de la bioturbation sur ceux de ce matin. Ouais. Donc sûrement des oursins, tu sais, des fouisseurs là. De toute façon, Folland, c'est un site super pour les herbiers. De toute façon, il est magnifique. Les herbiers sont en bonne santé. Il y a des belles feuilles. Il y a un petit peu de prédation, mais pas tant que ça. Et là où on est, en fait, il y a peu de tortues. Voilà, elles sont plus sur les zones moins profondes. C'est pour ça qu'on a choisi les zones un peu plus profondes. Contrairement à l'île Cochon, on a travaillé la semaine dernière. Là, on travaille sur une zone entre 4 mètres et 8 mètres. Nous laissons notre équipe à Marie-Galante pour retrouver Thibaut et Kevin dans le laboratoire. Donc, j'ai caché toute la surface devant, j'ai couvert. On a commencé les suivis au mois de mai, puisqu'on sait que la période de floraison de cette espèce s'appelle Thalassia testudinum, on l'appelle herbe à tortue. On sait que la floraison démarre fin mai, début juin, et que les graines arrivent fin juin, début juillet. Donc on y va un petit peu en avance pour surveiller ça et déjà trouver l'herbier qui va fleurir et qui va produire des graines. Une fois que ça a été fait, on s'est rendu compte que Bois Jolant allait potentiellement nous donner beaucoup de graines. Donc on est allé début juillet collecter quelques graines à maturité, quelques fruits à maturité. Et les fruits nous ont donné des graines. Ces graines, on les a ramenées ici à Kevin d'Ushuaïa Aquarium et on les a tout simplement plantées dans des petits pots avec du sable. Et ensuite, dans l'eau de mer, elles ont germé, elles ont donné des jeunes plants d'herbe à tortue. Ils ont été plantés donc fin juillet dans les petits pots. Ils vont rester environ 6 mois. Donc fin décembre, début janvier, on devrait normalement aller les remettre en mer sur des sites qui ont été choisis pour ça, pour les accueillir. Les expériences de bouturage de coraux se sont poursuivies en 2023. Sur les coraux, cette année, on a fait une transplantation avec des nouvelles techniques sur des structures artificielles qu'on a placées dans le milieu naturel et sur lesquelles on a fixé les boutures qu'on avait produites dans la ferme. Les premiers 5 mois, donc l'opération a eu lieu en avril, les premiers 5 mois de suivi, on avait des très bons taux de survie. Sauf que cette année, on a eu un phénomène de blanchissement corallien à l'échelle de toute la Caraïbe, qui consiste en fait à des fortes températures au niveau de la mer, comme une canicule marine, et qui va affecter en fait la survie et l'état de santé des coraux. Toutes les boutures qu'on a transplantées cette année ont subi fortement ce blanchissement et du coup on a eu des pertes très importantes sur le site transplanté. Donc en ce sens, c'est une demi-teinte parce que du coup on a eu des pertes. Maintenant au niveau de la technique, on a eu une meilleure maîtrise du protocole et un meilleur succès sur les premiers mois avant cette phase de blanchissement. Les boutures qu'on a sur les structures de la ferme, donc, qui sont en phase de croissance, ont montré une sensibilité au blanchissement corallien avec un retard de plusieurs semaines, voire un mois et demi. Donc c'est seulement maintenant, où on est fin novembre, qu'on a une mortalité de ces boutures qui est significative. Alors que sur les récifs naturels, les mêmes espèces d'acropores, cornes d'élan et cornes de cerf, ont déjà montré des signes de blanchissement, voire des mortalités, dès le mois d'octobre, voire septembre pour certaines. La mangrove constitue une zone tampon qui protège de manière efficace le littoral. Malheureusement, elle est particulièrement impactée par diverses pollutions. Sur la zone de Jarry, 2 sites font l'objet de suivi.
on est sur une autre phase de développement du projet. Du coup, ici, le site a été restauré. On est sur, du coup, on a toujours l'étude qui se suit, les suivis écologiques. Mais on a choisi aussi d'installer une pépinière de palétuviers directement sur le site. Donc ça va nous permettre de développer plus facilement différentes espèces que celles qui poussent ici. Elles vont retrouver des conditions en fait, qui vont être naturelles, avec les vents. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour elles de se développer. Et nous, ça va nous permettre d'avoir directement nos propres plants. Et ça va nous permettre aussi de différencier toutes les espèces qu'on va pouvoir retrouver. Il va y avoir 3 structures qui vont être posées et dessus on va avoir des pots comme une pépinière normale qui pourrait se trouver dans un bâtiment. Là ça va être vraiment à l'extérieur, sur le milieu naturel. Donc il va y avoir des pots à l'intérieur de différentes tailles qui vont nous permettre de faire pousser différentes espèces. Ces espèces elles vont nous servir d'abord à nous, au Grand Port Maritime, donc pour les différents projets de restauration qu'on va avoir, soit pour le live, soit après le live, tous les projets qu'on a au Grand Port Maritime pour le programme environnemental. Et après on espère aussi pouvoir fournir les plants, par exemple à d'autres organismes qui voudraient aussi faire de la restauration de mangroves. Sur la première zone, des travaux sont actuellement en cours pour installer des pontons sur lesquels différentes espèces de palétuviers seront cultivées pour être réimplantées sur les différents sites du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Une zone au nord fait encore l'objet de déblaiements. Sur le deuxième site, on est maintenant dans la deuxième phase de restauration. Donc on est toujours en train de creuser et de retirer les sols, pollués ou non. Donc les sols vont être excavés, on va les retirer, enlever tous les déchets. Donc c'est toujours en cours. Ça va permettre de recreuser et de retrouver vraiment un niveau qui est proche de celui de la mer, donc pour que l'eau salée puisse remonter et que des plants naturels puissent repousser. Et on va aussi en replanter quelques-uns qui viennent de la pépinière qu'on a à Pointe-à-Pitre. Le suivi et l'évaluation des opérations menées sur ces 3 milieux seront poursuivis par le port de la Guadeloupe sur le long terme. D'autres opérations pourront être développées avec les nombreux partenaires locaux et caribéens identifiés durant le projet Life Adapt Island.